Salut l'équipe, bienvenue dans le cinquième épisode de Street Club. Comme la semaine dernière, on s'est donné rendez-vous à 7 heures pour vous tourner cet épisode. Alors avant de commencer déjà, mettez un petit j'aime parce que je sais que vous allez oublier après. Petit commentaire, vous n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez-la en story. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires à quel point Maxime est beau sur une échelle de 0 à 10, sachant que 10 c'est le minimum. Et une petite casquette pour dire que Loan est le plus BG du podcast, ça fait toujours plaisir. Et pour voir ce qui se cache en dessous. Donc sujet du jour, ça va être un gros sujet qui va intéresser pas mal de monde je pense. C'est de notre avis personnel et avec notre expérience, qu'est-ce qu'on ferait si là tout de suite on devait repartir de zéro? Donc si on repartait de notre premier jour de street avec peut-être un pas de dips, pas de muscle up, pas de traction. Donc ça serait quoi notre petite différence entre ce qu'on a fait en vrai et ce qu'on ferait là tout de suite avec ce qu'on a pu expérimenter. Gros, si tu veux commencer, si t'es chaud, Écoute, carrément, jour je un. pense, allez, jour 1 de 1, je pense que la priorité, si ça partait sur du street lifting et que tu disais je vais être street lifting full, je vais peut-être, ouais, je vais peut-être parler directement du dips et du traction, enfin de la traction, même si peut-être il y a d'autres étapes qui seraient peut-être un peu mieux avant. Par rapport au dips et traction, on imagine 0, 0, 0. Dans ce cas-là, je bosserai peut-être sur des formats moi que j'aime bien et que j'ai déjà fait travailler en l'occurrence, ça va être tout ce qui est de l'excentrique déjà dans un premier temps. Parce que l'excentrique, même si d'ailleurs vous écoutez le podcast et que vous êtes aussi balèze que Max au niveau de vos lifts, sachez bien que l'excentrique c'est une super méthode pour prendre en force. Donc même en dehors de ça, même pour les intermédiaires confirmés, je peux la recommander dans certains blogs par exemple. Et ouais, de l'excentrique, du travail avec élastique, je vois beaucoup de gens qui me disent ouais, en fait c'est complexe, je j'arrive pas à en passer une, donc je peux pas travailler les tractions par exemple. Et bah sachez que c'est faux. L'élastique, ça vous permet de vous délester de votre poids, c'est un outil qui est magnifique. Et surtout, je pense le plus important en fait quand tu commences et que tu veux t'améliorer sur un mouvement et que tu as une base de zéro sur ce mouvement-là, c'est juste de pratiquer le mouvement, d'incrémenter de la fréquence et du volume du coup forcément. Et au fur et à mesure, en fait, votre corps il va s'habituer à un pattern technique, ce qui fait que en pratiquant ce pattern technique, vous allez réussir à créer des adaptations nerveuses, à vous habituer aussi à la technique, votre corps va s'y habituer. Et en fait, vous verrez que même sans forcément prendre de force d'une semaine à l'autre, peut-être que par exemple, vous allez vous retrouver de 3 tractions à l'élastique à 4 tractions à l'élastique pour un même ressenti, avec juste une semaine de décalage entre les deux. Donc pratiquer les mouvements, c'est essentiel et je vais pas en dire trop là pour l'instant, on va développer je pense après, je pense que toi tu as pas mal de trucs à dire aussi. Mais en tout cas, par rapport aux mouvements, c'est les deux choses que je préconiserais et comme ça je rentre pas dans le détail, comme ça tu peux étayer. Moi, gros, du coup, si je repartais de zéro, moi, je pense que j'ai eu un avantage, entre guillemets, qui était pas mal au début. C'est que j'ai fait pas mal de muscu avant. Donc, pas mal de renfo, entre guillemets. Et je pense qu'un mec qui commence, il devrait passer par une petite phase de renfo pour préparer son corps déjà, sans aller trop. Tu vois, par exemple, le mec qui a pas de dips, je dirais des limites, tu sais, bombarde le renfo jusqu'à que t'aies progressé un petit peu. Perds 2-3 mois, entre guillemets. Bâtis-toi une petite base, tu vois, une petite structure. Et ensuite, commence un peu à les agrémenter parce que t'auras pris de la force. T'auras un petit peu renforcé tous tes tendons, renforcé toutes tes articulations, tu seras plus chaud pour encaisser ensuite un vrai travail de spécifique sur le dips et les tractions, par exemple. Et en plus, ça va te faire gagner pas mal en force. Et ça va aussi t'habituer à faire ton renfo, parce qu'on sait que les streeteux, ils aiment bien s'appeler renfo. Donc ça, c'est un bon début. Et je pense que c'est un bon truc que j'ai eu, parce que j'ai quand même évité pas mal les blessures pendant un bout de temps. Et c'est ce qu'on voit beaucoup chez les mecs qui ont fait du street workout, et qui ont bombardé, muscle up tout le temps, muscle up, traction, dips, et qui ensuite crachent un petit peu, parce que au bout d'un moment, t'es obligé quand même de te renforcer, sinon ton corps, il pète un câble. De commencer à faire des tractions lestées, des dips lestés, des muscle up lestés tous les jours. Donc je pense que j'aurais fait ça en premier. Et ça, je pense que c'était la. J'ai eu un peu de chance d'avoir fait ça moi dans mon cas perso. Et ouais, comme tu disais, il y a aussi des machines en plus qui existent maintenant, même si je suis pas ultra fan. Pour ceux qui galèrent un peu avec la mise en place des élastiques, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Parce que l'élastique de 25 kilos pour une fille, je sais que c'est compliqué à mettre dans le pied, à se mettre en place pour les tractions par exemple. Il y a des machines maintenant qui délestent, même si c'est pas foufou, c'est pas l'idéal. Mais par contre, vous pouvez vous décharger petit à petit, parce que du coup, vous n'êtes pas bloqué par un chiffre sur l'élastique, vous n'avez pas le 15-25 ou le qui font en général des grosses différences au niveau surcharge progressive. Là, vous avez les petites plaques où vous pouvez même incrémenter entre les petites plaques. Donc, si vous réussissez à vous délester petit à petit, et que vous arrivez à la dernière, il y a des grandes chances qu'au bout d'un moment, si vous tapez des séries,
vous puissiez faire vos tractions euh, en poids libre en vous pendant à la barre. Donc je trouve que c'est pas mal, même si c'est pas le top du top. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc renfo, et je passerai sur des machines, du coup je me délesterai petit à petit, qui est déjà un bon truc. Si vous arrivez déjà à taper votre première traction poids du corps, vous avez déjà fait quand même un bon bout du boulot. Donc ensuite, là on va partir du principe que tu as passé tes 5 premières tractions poids du corps, donc qui est déjà pas mal. Si tu partais de zéro, en vrai, t'as déjà fait une belle progression. Bah, si tu veux, vas-y, j'enchaîne, hein. Tu sais que, attends, je voulais juste revenir Vas-y. sur deux, trois trucs que t'as dit qui étaient pas mal. Enfin, juste compléter un peu ou donner mon avis. Je reprends juste sur la machine ce que t'as dit. Attention, il y a certaines machines qui modifient pas mal le pattern de mouvement. Donc moi je privilégierais toujours dès que possible, parce que comme tu l'as dit, des fois c'est pas possible avec un élastique de travailler les tractions. Mais en fait, il y a certaines machines qui peuvent modifier ton pattern de mouvement, que ce soit au niveau de la trajectoire, que ce soit au niveau même de la prise. Il y a des machines qui sont pas forcément adaptées, etc. Donc déjà par rapport à ça, attention. Forcément, si vous n'avez pas le choix, ok, machine, mais je privilégierais vraiment la traction dans un sens où le mouvement est complètement différent en fait. Je trouve en traction avec élastique que traction avec une machine, en fonction des machines, par exemple une marque Matrix ou autre. Euh, le point aussi que je trouve ultra important, et ça, il y a énormément de gens qui le regrettent, ouais, c'est l'anatomie, comme tu as dit. L'anatomie, il y a un truc. En fait, dites-vous que, ok, vous allez devenir fort, vous allez devenir fort, vous allez devenir fort. Mais il faut que l'anatomie, elle s'adapte, comme tu as dit, si tu veux éviter de te prendre un crash qui va faire que tu vas te ralentir, en fait, au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc, je pense, il y a eu beaucoup de gens dans le street lifting qui regrettent et qui auraient su plus tôt. Ils auraient commencé à renforcer cette anatomie. Donc, comment renforcer l'anatomie concrètement? Il y a deux leviers. Déjà, c'est bouffer du volume de manière légère. Ça, c'est quelque chose qu'on répétera jamais assez. Mais avoir une intensité basse et un volume élevé, c'est quelque chose qui peut vous aider à créer des adaptations au niveau tendineux, au niveau articulaire. Et ça, déjà, votre corps vous remerciera. Et après, ça peut être aussi traiter les douleurs ou bien déjà avoir une certaine force dans certaines amplitudes de mouvement. Par exemple, sur un deep dips, je sais que la plupart des gens qui ont des douleurs au niveau thoracique, c'est parce qu'ils travaillent pas l'amplitude de mouvement complète, ils l'ont jamais travaillé, ou bien ils ont eu une mauvaise technique pendant trop longtemps. Mais le fait d'essayer de renforcer cette anatomie-là, en passant par des leviers comme travailler toute l'amplitude du coup, comme je l'ai dit, ou je sais pas, travailler la phase isométrique du mouvement en chaise pour le squat notamment, ça peut être des choses en fait qui vont vraiment vous sauver la vie et qui vont être game changer à long terme. Et je pense qu'on se rend pas compte des bénéfices une fois qu'on est à court terme de faire des choses du genre. De la préhab peut-être, on appellerait ça plutôt que de la réhab. Mais je pense que si on arrive à se projeter à long terme, vous regretterez jamais d'avoir fait toutes ces petites choses-là. Et d'autant plus si vous partez à zéro et que vous êtes débutant. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, mon petit Max. Si toi tu veux dire des trucs ou sinon on passe à la suite, t'inquiète. Non, mais clairement, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Et il y a un truc aussi que j'y pense là, genre, parce que moi, ça m'est arrivé, de même si vous êtes débutant, ou si vous venez de commencer, à la moindre petite douleur, vous dites pas, genre, que la douleur, elle est normale, et que c'est parce qu'il faut fermer les yeux, se la donner fort. Chaque petite douleur, bah après, il y a la douleur de travail qui, si vous avez mal au pec après avoir fait du bench, oui, c'est normal. Mais si par contre vous avez tout le temps mal au coude, à chaque fois que vous faites des dips ou à chaque fois que vous faites des muscle-up, c'est pas se dire je serre les dents, demain c'est passé, c'est bon, je peux faire ma prochaine séance. Dites-vous toujours que chaque petite douleur, c'est un petit signal. Pour l'instant, il est tranquille, genre il est juste derrière, il vous dit oh, fais attention, fais attention. Il est tranquille, il est gentil. Mais par contre, si vous l'écoutez pas, petit à petit, il va finir par vous crier dans les oreilles. Et quand il va arriver bien fort, vous allez être complètement bloqué. Parce qu'on sait tous qu'un coude qui est HS, par exemple, bah, vous êtes niqué sur quasiment tous les mouvements. Vous pouvez quasiment plus rien faire, que ce soit même du renfort ou des mouvements de compétition. Parce que bah, le coude, même l'épaule, c'est des articulations qui interviennent quand même pas mal. Donc si vous êtes coincé là-dessus, c'est juste parce que vous n'avez pas écouté le signal. Et que du coup, bah, vous allez peut-être gâcher 3 à 6 mois d'entraînement, plus le temps de revenir après, au niveau que vous aviez avant. Donc vous pouvez limite gâcher une année juste pour une blessure bête, parce que vous avez fermé un peu les yeux, quoi. Tiens, il y a quelque chose, si, tu vois, il y a quelque chose qui revient pas mal chez les débutants, c'est réussir à discerner c'est quoi une douleur pénible, une douleur pas, enfin, pas trop grave, on va dire. Toi,
Là, il y a un débutant aujourd'hui, il dit voilà Max, il t'envoie un petit DM sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Max sur Instagram, fit-du-bas Max. Et imaginons, tu reçois un message, le mec il dit ouais, j'ai une douleur là qui est fréquente, qui revient pas mal aux entraînements. Pour l'instant, c'est pas contraignant, mais j'arrive pas à savoir si c'est une douleur musculaire, une douleur anormale ou autre. C'est quoi peut-être les indicateurs ou les conseils que tu lui donnerais pour qu'il arrive à identifier ces douleurs et qu'il sache si c'est une gêne ou vraiment une grosse douleur ou je sais pas. Enfin, à Bah, discerner par exemple peut-être le musculaire du articulaire et tendineux ou le vraiment gênant ouais. du, euh, du douleur habituelle ou courbature ou je sais pas. Bah, déjà, s'il en est venu à envoyer un message, je pense que c'est un petit peu plus qu'une courbature, déjà de base. Parce que tu sais très bien la courbature, la sensation, elle est bien localisée musculairement, elle est assez diffuse, tu vois, dans le muscle. Alors qu'en Hmm. général, la douleur tendineuse, tu la sens vraiment à un point précis. Tu sais, t'arrives à la localiser avec ton pouce, tu vois, à peu près. Je sais, quand les tendinites au coude, elles commencent à arriver, en général, tu peux te poser le doigt et trouver exactement où elle est, pile ici, tu vois. Et après, du coup, bah, il y a aussi la localisation. Si vous avez mal ici, ou si vous avez mal juste là, là, au niveau du coude, là où il y a votre tendon, et que la douleur, le lendemain, vous avez plus de courbature, vous sentez plus la fatigue, mais par contre que la douleur localisée juste ici, elle est toujours là, il y a des chances que ça soit quand même un petit début de tendinopathie, ce qui est quand même la blessure qui arrive la plus souvent en général chez les Hmm. streeteux. Euh, et ensuite, bah, si jamais on se rend compte que le lendemain vous avez plus mal que le jour de la séance, euh, ou que la douleur ne part pas à chaque fois que vous faites quelque chose, elle arrive toujours au moment après votre séance et que après que vos courbatures soient parties, vous avez toujours mal à cet endroit-là. Il y a des chances que ça soit ça aussi. Et s'il y avait un moyen de la régler, en vrai, c'est la blessure la moins rigolote à régler. Parce que le seul moyen, c'est de diminuer votre volume, votre intensité, et de vous mettre sur des exos de réhab, et d'y aller vraiment, vraiment, vraiment tranquille après pour remonter. Parce qu'en fait, la tendinopathie, elle arrive au moment où vous en donnez trop à faire à votre tendon, et qu'il n'est pas capable de récupérer ce que vous lui donnez. Faut voir le tendon, ça j'avais déjà entendu une fois, et je trouve ça intéressant, comme un verre d'eau. Et en fait, votre verre d'eau, il a une capacité. Vous pouvez augmenter la capacité du verre, mais par contre, si vous le remplissez trop vite et qu'il déborde, bah là, c'est la douleur et la blessure arrive et vous pouvez plus revenir en arrière. Il faut vider ce verre. Et le meilleur moyen de le vider, bah, c'est de baisser le volume et l'intensité. Et ensuite, pour éviter que ça revienne, il faut augmenter la taille de ce verre. Donc, il faut faire de l'isométrie, du tempo ultra lent. Enfin, il y a des techniques pour réussir à l'augmenter. Mais par contre, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez remonter en charge tranquillement. Mais c'est vraiment tranquillement, et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une blessure pas rigolote, parce que du coup, vous allez passer pas mal de temps à vous faire chier sur des intensités que vous maîtrisez déjà très très bien, mais que votre corps peut pas encaisser, donc vous êtes obligé de vous buter dessus. C'est pas rigolo, mais par contre, une fois que vous avez réussi à augmenter la taille de ce verre, bah, ça reviendra plus. Moi, j'en ai C'est bouffé, beau donc je la Max. connais, quoi. Ouais, c'est clair. Et t'aurais, franchement, enfin, ce débutant, il aurait été, mais tellement heureux de recevoir cette réponse. Si t'avais un petit truc à ajouter. Non, du tout, du tout. Juste, là, c'est le dernier truc que je reviens sur ce qu'on a parlé vraiment avant. Euh, je pense débutant aussi, mais ça, je sais que de toute façon, personne l'écoutera. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui va écouter le podcast une fois que je vais avoir dit ça. Ça fait 13 Mais minutes, on les est bien. étirements et la mobilité. Ouais, 13 minutes, on est pas mal, hein. La mobilité et les étirements, les gars, je vous jure, mais je pense que j'aurais été prêt à payer cher pour enlever un renfort et faire plus d'étirements et plus de mobilité ou même à mes échauffements ou autre. J'ai une théorie, mais une théorie de fou malade, je pense que je suis le seul à l'avoir, mais c'est pas grave, je vais l'exposer ici. Tant pis si on m'allume dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes encore là, les gars, allumez-moi maintenant dans les commentaires à la suite de cette théorie. Les haltérophiles, ils pratiquent le même sport que nous, entre guillemets, c'est de la force. Ok, donc là, jusque-là, tout va bien. Ils ont deux mouvements qu'ils enchaînent, ils peuvent s'entraîner 6 fois dans la semaine, voire 2 fois par jour, sur deux mouvements. Donc ils ont une fréquence de malade sur des mouvements qui sont quand même assez traumatisants parce que tu vas chercher dans une très grande amplitude de mouvements. Et les haltérophiles, pour moi, ils se blessent moins que les forceux et les streeteux. La raison, elle est très simple. Ils ont une mobilité de fou malade qui travaille tout le temps. Et la plupart travaillent aussi leurs étirements et souplesses parce que l'haltérophilie, en fait, c'est un sport où il faut réussir à progresser dans une grosse amplitude de mouvement du coup. Et c'est ce qui fait qu'ils se blessent pas. Nous, on n'a pas forcément ce truc d'amplitude de mouvement, même en force athlétique. Ce qui fait que
on a moins envie de travailler les étirements et la mobilité, ce qui fait que on se blesse plus. Voilà mon théorème. Il est fort. Donc soyez comme des haltérophiles. Donc là, tous les gars du street, ils vont enlever tout leur renfort et ils vont rajouter que de l'épaule à jeter en Mais mon renfort. rêve. Et puis personne va se blesser. Personne va se blesser. Au final, tout le monde va progresser. Je suis sûr de ce que je dis. Après, clairement, la mobilité, c'est un truc ultra. Après, c'est. Ouais, si, en vrai, c'est ultra important. Parce que la mobilité, si tout se passe bien, que vous avez la mobilité pour faire votre dips, par exemple, que vous êtes toujours à la même amplitude et que vous avez jamais de petites déviations, bah là, vous aurez jamais de problème. Mais le jour où vous perdez le contrôle, que vous descendez 5 centimètres plus bas si vous y avez jamais été, et que votre corps il en est pas capable, bah là, pour une seule rep, moi je pense que c'est comme ça que je me suis fait mal au sternum, et gros j'ai mal depuis 3 mois au sternum, je pense, c'était Hum, jamais hum, parti. Et j'ai beau faire toute la mobilité thoracique du monde, je pense que je vais mettre encore un an avant que ça parte. Juste pour, je pense, hum, une ou deux reps où j'ai dû descendre plus bas que ma capacité, tu vois. Et, hum, euh, hum, hum. et bah gros, le lendemain j'ai eu mal et depuis j'ai toujours mal. Alors que peut-être que si j'avais bossé mes deep Et dips un petit peu bah, plus souvent, c'est pas venu. ouais, ouais, clairement, c'est ce que j'allais dire. Je t'enverrai un petit protocole de réhab. J'ai un athlète qui a eu ça. Je vais te sauver, mon Max. Bon, on peut enfin passer à la suite. Je pense, ça y est, on peut enfin passer à la suite. J'ai fait totalement dériver le sujet, là, c'est énorme. Je t'avais dit que ça pouvait être long. 7h30 du matin. Du coup, là on est arrivé à nos 5 10 tractions, on va dire, poids du corps, donc on commence à maîtriser un petit peu le sujet. Et Hum, ensuite, là par contre on commence à s'intéresser à commencer le street lifting, parce que du coup street lifting ça veut aussi dire soulever des poids en plus de son corps. À partir de quel moment toi tu te hum, hum, hum. laisserais À partir de quel moment je me lesterai, c'est une très bonne question. J'imagine que en gros là, ouais, ça doit faire aller 1 mois et demi, 2 mois de pratique du coup pour débloquer peut-être 5 tractions, 5 dips, ça dépend. Bah, ça dépend après de la génétique et de plein de facteurs chez certains. Moi, je pense que je commencerai déjà à construire un 10-12 RM solide sur du poids du corps avant de me lester. Après, c'est un peu enfin, c'est un peu, on en revient à la même chose à quel moment s'équiper pour le squat, mais moi, en fait, c'est pas une question de prérequis. Je pense que dans toutes les étapes, en fait, quand t'es débutant et que t'es loin d'une échéance de compétition, parce qu'en soi, tu peux te commencer à lister quand tu veux, si tu veux tenter des max, c'est libre à toi. Mais c'est sûr que c'est pas le plus optimal. Dans un objectif, pardon, de progression à long terme, construire du 10-12 RM, ça va avoir plein d'avantages. Déjà, par rapport au 12 RM, vous allez être quand même dans une fourchette de rep, une rep range qui va être relativement proche de la puissance. La puissance qui, je le rappelle, est un format vitesse et force qui est très transférable au street lifting, notamment sur le dips et la traction. Et en plus de ça, ça vous permet aussi de travailler un peu en hypertrophie, de pratiquer le mouvement et d'accumuler une base technique qui est quand même relativement stable. Même si on le sait, si vous êtes débutant, ça va peut-être se dégrader sur vos premières tentatives de max, mais c'est pas grave, le fait de la travailler la technique avant, ça va peut-être limiter ces dégradations-là sur du RM. Et ouais, moi je sais que je suis très très fan de travailler sur du 10-12 RM quand il y a des profils qui ont besoin d'hypertrophie, quand il y a des profils qui ont besoin d'adaptation technique, et aussi, on en revient à ce qu'on disait, mais d'adaptation anatomique par rapport notamment du coup à tout ce qui est tendineux et tout ce qui va avec. Juste par rapport au muscle up, je brûlerai juste pas les étapes parce que là c'est l'étape où tu commences à te dire, ah, là le muscle up, il y a moyen qu'il arrive là. Donc, faut pas brûler les étapes, les gars. Faites très gaffe parce que le muscle up, le démarrer trop tôt avec une anatomie pas prête, ça peut faire mal. Enfin, quand je dis le démarrer trop tôt, c'est y aller comme un bourrin. C'est-à-dire, le muscle up, déjà, incrémentez-le peut-être progressivement. Commencez par un muscle up sur votre premier bloc de travail. Basculez ensuite à 2 muscle up dans la semaine, avec par exemple un volume de 3 séries bloc 1, 4-5 séries bloc 2 ou peu importe. Mais généralement, la plupart des gens qui vont se cramer au niveau anatomique aussi, et sur du long terme, vous allez le regretter, c'est ceux qui brûlent toutes les étapes sur le muscle up. Dans le sens où t'as un mec qui va arriver, il va direct faire du 3 muscle up, voire 4 muscle up par semaine. Et là, une fois qu'il va pratiquer le mouvement, mais qu'on les voit à la salle en plus, ces gens-là, ils sont complètement fous. Gros, ils arrivent, ils voient la barre de traction, pas c'était son d'échauffement? squat. Mais c'est pas grave. Ouais, ça tente un muscle up poids du corps. Soit ça le passe pas, soit ça passe une épaule après l'autre, complètement flingué, alors que le mec il doit faire sa séance muscle up le lendemain. Du coup, il se dit,
ouais, c'est pas grave, je vais pas être fatigué, mais si vous allez être fatigué, vous allez créer directement du stress à votre corps. Et là, tu te retrouves le lendemain, il y a rien qui doit passer à l'élastique alors que tu devais le passer à l'élastique. Tu comprends pas, t'es en pétard. Et le surlendemain, pareil, tu reviens pour une petite séance dips, mais terminé la séance dips, t'arrives, tu vois la barre de traction comme ça, tu dis, oh, 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 c'est mon jour, j'ai pas réussi hier, je vais y arriver aujourd'hui. Non mais pire idée, je sais que le muscle up quand on est à ce stade-là, c'est ou qu'on passe ses premiers muscle up à l'élastique ou quoi, c'est trop kiffant, on veut débloquer le muscle up poids du corps. Mais les gars, comme on a toujours dit dans ce podcast, c'est trust the process. Si vous faites les choses bien, ça va venir bien et sur le long terme. Si vous tentez votre muscle up PDC toutes les semaines alors que non, vous ne l'avez pas et que vous commencez le travail avec l'élastique, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Voilà moi par rapport à tout ça, mon petit Max. Ouais, bah comme d'hab, hein, je suis d'accord avec toi. Et ouais, le muscle up, en vrai, je trouve il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se concentrent sur le fait de passer le muscle up sans se concentrer sur le fait de développer leur force de tirage. Tu vois, ils pensent que c'est en faisant plein de muscle up tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'ils vont finir par le débloquer comme ça. Genre, il va arriver à se dire, ouah, je l'ai passé aujourd'hui, trop bien. Alors qu'il n'y a aucune raison avant. Alors que passer un muscle up, c'est. En vrai, si vous avez une grosse force de tirage, vous allez le passer le muscle up. Mais par contre, si vous n'êtes pas capable de tirer la barre au-dessus de vos clavicules, vous pouvez faire toutes les manips, tous les tours de magie que vous voulez, toutes les invocations chamanes que vous voulez, vous passerez jamais, vous arriverez jamais à passer vos épaules au-dessus de la barre, c'est impossible. Donc si vous bossez pas votre force de tirage au max, donc ça veut dire peut-être rajouter des tractions hautes, faire des chest to bar, faire des tractions hautes quand vous pouvez, au moins des chest to bar si vous pouvez, parce que c'est pareil, si vous pouvez pas enchaîner des chest to bar, vous pourrez pas faire de muscle up dans tous les cas. Bosser votre force de tirage comme tu disais en puissance, bosser votre force de tirage en force pure. Si vous faites pas tout ça, le muscle up, vous le passerez jamais. Sauf si vous avez des bons prérequis. Je sais qu'il y en a plein, hein, j'en connais plein qui passent le muscle up alors qu'ils ont. C'est la première fois de leur vie qu'ils essayent. Il est dégueulasse, mais ils arrivent à le passer, tu vois. Moi, ça m'est arrivé, en vrai, le premier que j'ai passé, il était moche, shunt. Il était écœurant, tu vomirais si tu le voyais là. Mais par contre, je suis arrivé quand même à passer au-dessus de la barre, tu vois. Je faisais le ver de terre, tu vois. Mais j'arrivais quand même à passer au-dessus de la barre. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il va falloir vous bourriner sur votre force de tirage. Il va falloir enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et de toute façon, le jour où vous arrivez à faire des tractions hautes, où vous arrivez à approcher votre barre, euh, entre le nombril et l'épec, on va dire, à peu près, sans énorme difficulté, bah vous savez que le muscle up, vous allez le passer, c'est sûr et certain. Sans prérequis, forcément, hein, sans parler de nombre de tractions, ce qui est déjà pas mal. Mm, mm, mm. Bah écoute, Ce là, qui est déjà très bien. on a déjà un bon bout, là, on est passé, on commence à se lester, donc là, ça commence à devenir intéressant, on va dire. C'est le moment où on commence à Ok. devenir un strict lifter discrètement. Du coup, là, à partir de quel moment tu prendras un coach, toi? Est-ce que tu le prendrais au début du lest ou pas? Mm. Moi, en fait, j'ai envie de te dire, si j'ai les moyens et l'envie de progresser dans ce sport, je l'aurais pris dès le début déjà le coach. En fait, là, on vous parle de quelque chose, c'est, enfin, tout le protocole là dont on vous a parlé durant ces 23 premières minutes de podcast, c'est un protocole que nous, on en parle en connaissance de cause. Mais je me dis là, c'est un débutant, il va prendre en note tout ce qu'on a dit, mais est-ce qu'il va réussir à se l'appliquer à soi-même? Parce qu'en fait, le cas aussi qu'il faut prendre en compte, c'est si on repart de zéro, en termes de connaissances, c'est peut-être pas ça, en termes de programmation, c'est peut-être pas ça. Il y a plein de tenants et d'aboutissants à savoir par rapport à tout ce qu'on a parlé. Donc, moi, je vous aurais dit, en fait, si vous avez la possibilité, et que peut-être après, il y a certaines personnes qui veulent apprendre par elles-mêmes, et ça reste ok, il n'y a pas de souci, les gars. Mais dès le début, en fait, j'aurais pris soit Fit qui a du max sur Instagram en coach, ou bien ce bon vieux Serap Fessel, qui c'est les deux meilleurs coachs. Non, mais blague à part. Après, oui, effectivement, enfin, il y en a beaucoup qui vont se dire que ça sert à rien de le prendre au début. Ça sert énormément au niveau des connaissances que vous allez pouvoir avoir. Déjà, vous allez pouvoir les transmettre aussi à votre tour, ces connaissances-là. Vous allez mieux comprendre le processus et peut-être potentiellement progresser plus vite et surtout sur le long terme, sans douleur. Parce que c'est ça le plus important, j'ai envie de te dire aussi, c'est si on fait un protocole, faut le faire bien. À la moindre alarme, si tu as un coach qui a des connaissances, il va pouvoir déclencher tel ou tel protocole de sorte à ce que toi, tu te retrouves à ne pas avoir des douleurs qui traînent sur le long terme. Après, même en règle générale, à adapter aussi en fonction de toi, parce que là, on parle d'un cas global, mais tous les débutants sont différents. On n'est pas tous pareils. Je pense que Fitmax et moi, au tout début,
ça n'avait rien à voir en termes de débutants. Si on part à un niveau où on est tous les deux à une traction Mm. PDC, la marge de progression est pas pareille, les besoins ne sont pas pareils, bah aussi le contexte sportif en fonction de votre situation, etc. C'est pas pareil. Donc dès le début, après au niveau du lest, de toute façon même pareil, faut pas hésiter, même dès que vous mettez du lest, dès que vous avez la capacité de le faire, de toute façon, comme tout le monde le dit, hein, et c'est une phrase qui revient beaucoup, finalement, enfin, se prog tout seul, c'est un peu comme avoir une carte mais sans les chemins qui sont dessinés. Et être prog par quelqu'un, en tout cas du moins quand on est débutant, c'est avoir un GPS en fait intégré qui va dire dans quel chemin tu vas et qui va faire en sorte que tu ne te perdes pas et que même si tu t'égares un peu, tu reviens toujours sur le bon chemin. Donc tu vas plus vite. C'est une belle philosophie, ça. Philosophe, Merci ça, gros. c'est la fin. Après c'est une phrase que tu as déjà dû entendre toi aussi Ouais, parce ouais, qu'en ouais, vrai c'est bien, cette j'ai phrase entendu. elle tombe pas mal et je l'ai adaptée à ma sauce parce que c'est pas exactement ça. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais je mettrais juste un. C'est même pas une nuance, en vrai, juste un avis perso. Et moi, genre, je préfère qu'il y ait un gars qui vienne me voir et qui ait déjà essayé plein de trucs, donc qui ait déjà fait plein d'erreurs, Mm, parce que je me dis que c'est un. Et ça, de toute façon, tu le vois, enfin, tu t'en rends compte au bout d'un moment. Le mec qui vient de voir et qui a déjà essayé plein de choses, tu vois, ça fait genre 6 mois qu'il se probe tout seul. Il a réussi à passer le premier palier. Parce qu'en vrai, le premier palier, vous allez le passer quoi qu'il arrive, même si vous connaissez rien. Parce que les new begins, ils arrivent dans tous les cas. Donc vous allez quand même réussir à le mm, passer, ce premier palier. Donc quand vous avez passé ce premier palier, vous commencez à vous poser des questions souvent intéressantes. Vous allez chercher vous-même un peu les solutions. Et bah, je trouve c'est intéressant quand le gars il vient de voir, qu'il a ses problèmes, tu vois, qu'il a ses problématiques, qu'il a tenté des trucs. Et tu vois qu'il a impliqué dans le process, c'est qu'il a vraiment cherché par lui-même les infos, qu'il a mis un peu des trucs en place. Et je trouve que carrément. c'est ultra intéressant d'avoir des gars comme ça, parce que du coup, tu as un vrai dialogue, et tu sens vraiment que tu lui parles de quelque chose, et que ça résonne tout de suite, tu vois. Tu sais, il te parle par exemple de son Mm, problème de muscle up, qu'il n'arrive pas à progresser. Tu vois qu'il en fait 6 fois par semaine, donc tu trouves vite là le problème. Et genre tout de suite, tu lui expliques, tout de suite il comprend, parce qu'en fait, il a fait les erreurs avant, et il se dira mm, jamais, ouais, mais mm, est-ce qu'il me dit ça, genre, parce que c'est sa façon de faire, ou est-ce que c'est juste euh, le truc le plus simple pour lui, tu vois, par exemple, je lui envoie 2 vidéos de muscle up par semaine, c'est plus simple que si je lui en envoie 6, tu vois. Alors que mm, si le mm, mec il a mm, déjà fait ses erreurs, c'est des questions qui se posera pas, et en fait ça vous fait gagner du temps à vous, et ça fait aussi gagner de l'adhérence au programme, parce que du coup le gars il sait que vous êtes en train de résoudre son problème, il voit vite les évolutions, parce que lui il s'est vite retrouvé face à des murs, et du coup bah ça crée tout de suite un lien. En vrai dans les premiers mois, le gars il peut déjà se dire, ouais lui il est bon, c'est bon j'ai compris, genre je pose quasiment plus de questions à part sur le déroulé mm, mm, de mm. l'année, tu vois. Et ça je trouve ça intéressant, tu vois. En tout cas, moi, Ouais, c'est les profils moi que je j'aime bien, quoi. dirais carrément. Je dirais même, de toute façon, déjà d'ailleurs, si vous êtes toujours dans le cas où on dit débutant, etc., je pense qu'il y a des critères à avoir qui vont primer sur d'autres par rapport à la sélection du coach que vous n'aurez peut-être pas si vous étiez intermédiaire ou confirmé. Déjà, c'est un coach qui est pédagogue et qui va savoir vous expliquer les choses de la bonne manière. Un coach aussi également qui va pas hésiter à vous partager vos connaissances si vous êtes curieux. Parce que ça, c'est très très important que le mec puisse du coup vous expliquer pourquoi il fait ça, etc. Et je pense que la troisième étape, c'est avoir un coach tout simplement qui a les connaissances aussi. Et les trois ensemble, en fait, même si la prog, elle est pas folle folle, si le mec, il a des vraies connaissances, qui sait vous dire comment, enfin, qui sait vous expliquer vraiment concrètement ce que vous faites, et que en plus, c'est vérifiable, bah les gars, c'est tout bénef. Je pense que quand t'es débutant, c'est en tout cas les trois critères que je choisirais chez un coach, moi personnellement, pour non seulement step up sur ma pratique, mais step up sur mes connaissances de la pratique aussi. Ouais, franchement, c'est bien juste, comme on dit. C'est bien juste. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est, bah, je le fais pas pour tout le monde, en général, je demande si les gens, ça les intéresse ou pas. Mais genre, bah, chaque fan block, chaque début de bloc, je leur explique si ça colle avec ce que moi j'avais prévu. Il y en a qui s'en foutent complètement. Mm, Mais je sais qu'il y en a les gens qui sont en général très impliqués, ils aiment bien savoir s'ils sont comme tu disais, sur le bon chemin ou pas. Donc en général, mm, je leur mm, explique mm. ce que j'avais prévu. Est-ce que ça colle ou pas? Est-ce que c'est mieux? Si c'est mieux que ce qui était prévu, bah c'est encore mieux. Et quand on enchaîne le bloc suivant, je leur explique comment je fais tu sais, pour enchaîner le truc et modifier les Mm, mm, formats, mm. les variations, etc. Et parce que moi, en fait, je vois le truc. C'est ce que je dis en général quand on a des appels, tu sais, au début. Moi, en fait, le but, c'est pas que le gars, il reste avec moi toute sa vie, tu vois. Parce que Mm. c'est très rare, hein, on le sait, en vrai. C'était pas Ouais. c'est pas le but, entre guillemets.
Mais c'est que le jour où il s'en va, tu vois, où il décide de se prog tout seul, moi, mon but, vraiment, genre, final, genre le goal ultime, c'est que le gars, il arrête pas le street. Parce qu'il y en a tellement qui arrêtent le street quand ils arrêtent Ouais. d'être prog par quelqu'un. Moi, je veux pas qu'il arrête, et je veux qu'il soit capable de se prog tout seul, sans aucun Mm, mm, problème, mm. qu'il ait au moins, tu vois, s'il est resté 6 mois, il a déjà au moins 6 mois d'historique de méthode, de façon de faire, d'adaptation, de modification. Et le but, c'est que je lui explique pour que lui puisse le faire, et que le jour où il repart en solo, il soit autonome et il continue de progresser, parce que je me dirais, du coup, toute sa progression, même s'il est plus là, elle était quand même due au fait qu'on a bossé ensemble. Ah, je suis carrément d'accord avec toi. C'est top à faire, même en dehors de ça, quand t'as des athlètes curieux, de toute façon, toi, tu le sais très bien en tant que coach. C'est un plaisir. Et ouais, limite, moi, enfin, je suis un peu pareil que toi sur ça. Enfin, je suis carrément pareil même. J'explique toujours la fin de bloc, comment ça va se passer le prochain bloc, et une fois que la prog, elle est prête pour le prochain bloc, je suis sur la prog, je leur fais un vocal ou une vidéo où je leur explique cet entraînement-là, t'as ça, je veux que tu le fasses comme ça, etc. Voilà pourquoi je t'ai mis ça pour répondre à telle problématique. Et même ce bloc dans l'avancée, par exemple, d'une compétition, concrètement à quoi il sert, pourquoi c'est là, enfin tout expliquer de A à Z. Et généralement, tu vois, il y a des gens qui vont plus ou moins réagir à ce genre de Mm. contenu que tu vas leur apporter. Tu sais que s'il y a un mec qui est trop refait, que tu lui expliques tout ça, je prends notamment les coachs et les débutants. Ça, c'est les profils qui sont les plus susceptibles de kiffer tes explications. Bah alors là, mec, je leur envoie des vocaux, enfin, je leur explique tout. Après, c'est terminé. Mec, il me demande rien, mais je lui explique quand même. Non, mais tu vois, ça, j'aime bien, tu vois, le principe Mm. de De donner, tu vois. partage. C'est pas que, Ouais, genre, c'est pas le gars, il te paye, tu fais sa prog et puis c'est tout, tu vois. C'est quand même ouais, qu'il c'est ressorte clair. avec tu lui fais gagner tout le temps qu'il a de faire des recherches de tout ce que nous, on a fait, tu vois, en amont, tu vois. Mm, Et mm, je mm. trouve que c'est le but final pour moi, genre, ça serait ça, tu vois. Le vrai goal, tu Ouais, mais c'est une grosse idée reçue du coaching de toute façon en général. C'est le mec, je le paye, il fait ma prog, deux, trois retours dans la semaine et puis basta. Alors que si vous passez de l'autre côté du miroir, les gars, et que vous voyez tout ce qui se passe. vois. Après, on va pas se mentir, il y en a plein qui travaillent comme ça aussi, hein, en vérité. Ouais, 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 c'est sûr. Après, d'où l'importance de bien sélectionner son coach et je pense qu'un jour on en fera un petit podcast, mais Ouais. je sais que toi, t'es friand de ce sujet-là parce que il en a déjà beaucoup parlé. Si vous suivez Max, il en a déjà énormément parlé dans ses vidéos YouTube. Et si vous avez pas vu, c'est que les gars, vous êtes pas assez fidèles à Max, quoi. Mince. Bon, les gars, du coup, là, ça fait 32 minutes. Donc, on va couper le podcast. Au niveau Mm, repartir de zéro, on s'est arrêté environ début du lest. Donc, on s'est arrêté quand ça devenait intéressant. Donc, le prochain épisode sera sur la chaîne de Loan. Et on va parler du coup de comment choisir son coach et aussi comment passer les 300 kilos de total. Bon, je pense que ça sera déjà pas mal, hein. mm, mm, mm. Donc, les gars, petit like, petite casquette pour dire que c'est Loan le plus beau gosse. Et on se retrouve sur sa chaîne la semaine prochaine, sur la mienne dans 2 semaines. Merci pour la force. Commentaire, like si vous l'avez pas fait dès le début et que vous ne nous avez pas écouté. Et si vous êtes encore là, c'était quoi qu'on avait mis? Petite aubergine dans les commentaires. Ouais, c'est pas mal ça. Merci à tous ceux qui commentent, parce que du coup, ça fait toujours plaisir de recevoir de la force. Et on se Mm. dit à la semaine prochaine. Ciao les gars! Ciao.